Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro du 12h45 dont voici le sommaire. Agis vite pour le cerveau, c'est le mot d'ordre de la journée mondiale de l'AVC célébrée ce 29 octobre. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. Agriculture et changement climatique, on en parle. Les producteurs ont besoin des faveurs du climat pour une bonne récolte. Malheureusement, les changements climatiques ne favorisent pas toujours les choses. Que faire? C'est à suivre dans un instant. Et puis, au Gabon, les hôtels et terrasses des restaurants sont autorisés à rouvrir pour la relance de leurs activités. Un déconfinement progressif, mais dans le respect des mesures et gestes barrières. Ce 29 octobre, la communauté musulmane est en fête. Elle célèbre la naissance du prophète de l'islam, Mahomet. La fête islamique du Mawloud est commémorée au cours du 3e mois de l'année musulmane par les fidèles, aussi bien les sunnites que chiites. Au Bénin, la journée de ce jeudi consacrée à la célébration de la fête du Mawloud est fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Dans les familles musulmanes, des prières et adorations sont adressées à Allah afin qu'il ait pitié de son envoyé, le prophète de l'islam, Mahomet. Santé à présent avec cette pathologie qui touche une personne toutes les secondes dans le monde entier, l'accident vasculaire cérébral en abrégé AVC. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'incidence des AVC pourrait augmenter dans le monde entier, passant de 16 millions en 2005 à 23 millions en 2030. D'où la nécessité, en ce 29 octobre, où l'on célèbre la 15e journée mondiale de l'AVC, de se pencher sur cette maladie devenue aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Rodrigue Blondoumain, Ulvaeus Balogun nous parle ici de l'AVC, des facteurs de risque et de la prévention. L'accident vasculaire cérébral est la première cause de paralysie chez l'adulte et la 3e cause de décès. Plus connu sous l'appellation hémiplégie, il survient de façon brutale et touche les vaisseaux du cerveau. En général, il y a 2 mécanismes par lesquels l'AVC peut s'installer. Alors, imaginez-vous dans une situation de plomberie, par exemple, où vous avez la fontaine que constitue le cœur, la canalisation que constituent les vaisseaux et le contenu de cette canalisation qui est le sang. Vous voyez, une anomalie ou une maladie se situant à l'un de ces niveaux pourrait entraîner un manque de sang au cerveau. Et c'est ce qu'on appelle l'AVC ischémique. Aussi, une anomalie ou une maladie se situant à l'un quelconque de ces niveaux, c'est-à-dire au niveau du cœur, des vaisseaux ou du sang, pourrait aussi entraîner une effraction de sang dans le cerveau. Et c'est ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. C'est une maladie très fréquente qui touche une personne toutes les 5 secondes dans le monde. Au Bénin, l'AVC touche une personne sur 100 chaque année et la majorité des sujets touchés sont des jeunes de moins de 60 ans. Il peut s'agir d'une faiblesse d'un côté du corps, d'une paralysie du visage, du bras et ou de la jambe et une difficulté à parler. Alors, peuvent s'associer à ces 3 signes dont je viens de parler, une baisse brutale de la vision d'un œil, des maux de tête inhabituels, de survenue brutale, pouvant s'associer à des nausées, voire à des vomissements. Si l'AVC est une maladie très grave qui peut aboutir au décès du sujet, avec une prévention adaptée et une prise en charge rapide, la plupart des cas peuvent être évités. Alors, comme facteur de risque, nous pouvons avoir un excès de consommation de sel, de sucre ou de graisse. Un excès de consommation aussi de l'alcool, le tabagisme, la sédentarité. Aussi, il ne faut pas perdre de vue ce que nous appelons les facteurs psychosociaux. Aujourd'hui, le simple stress lié à la pauvreté, à la précarité de vie et à un certain nombre de situations pourrait entraîner, n'est-ce pas, l'AVC.
Un accident vasculaire cérébral peut frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et selon l'OMS, une personne sur 4 sera un jour touchée par un AVC dans le monde au cours de sa vie. D'où la nécessité de prévenir à travers une activité physique régulière. L'AVC étant une course contre la montre où chaque minute compte. On reste toujours dans le domaine de la santé pour parler des hépatites. Elles sont des pathologies à virus qui tuent des milliers de personnes dans le monde entier. Et selon l'opinion publique, les comportements amoureux entre partenaires constituent des portes ouvertes aux hépatites. Pour mieux comprendre les risques auxquels nous sommes exposés à travers nos relations amoureuses face au virus des hépatites, je vous invite à suivre Martin Sopon. Il est un hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contacte ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes. Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ces facteurs-là qui augmentent le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. On parle à présent de l'impact des changements climatiques sur l'agriculture. Les changements climatiques constituent en effet une menace croissante sur les secteurs agricoles. Des conséquences négatives sur la production, sur les moyens de subsistance des agriculteurs, des forestiers et des pêcheurs se font déjà ressentir dans de nombreuses régions. Comment les agriculteurs peuvent-ils vivre avec cette situation? Élément de réponse dans ce reportage. L'agriculture et le climat sont deux concepts indissociables. Alors que l'un dépend inévitablement de l'autre, il est à remarquer que ces dernières années, le climat a subi de profonds dérèglements. Un phénomène qui a sans aucun doute des répercussions sur l'agriculture. Pour faire une agriculture, vous avez besoin de deux éléments fondamentaux, à savoir le climat et les sols. Alors que le climat intervient même sur la fertilité des sols. Il n'y a pas d'agriculture sans maîtrise du climat. Maîtriser le climat, c'est donc le défi à relever aujourd'hui. Selon les indicateurs, la pluviométrie tourne autour de 1200 ml d'eau par an dans la région méridionale du Bénin et de 1000 à 1100 dans le septentrion. L'allongement des séquences sèches au cœur des saisons pluvieuses, c'est-à-dire que la pluie commence, à des moments donnés, on estime, en tout cas, on s'attend à ce qu'il pleuve un peu et on n'a pas de la pluie pendant une longue période. On a le raccourcissement des saisons pluvieuses. À des moments donnés, on s'attend peut-être à 60 jours de pluie, mais vous arrivez à enregistrer peut-être 20 jours ou même 15 jours. On assiste aujourd'hui aussi à la concentration des hauteurs pluviométriques sur une courte durée, ce qui crée généralement les inondations. Vous allez voir des changements au niveau de la température. Il y aura l'émergence des espèces de bioagresseurs envahissants et cela va négativement impacter la productivité agricole. Des dégâts qui deviennent de plus en plus énormes, notamment la baisse des rendements. Les agriculteurs souffrent le martyre. Les agriculteurs qui attendaient les premières pluies pour mi-mars, qui ont déjà fait le labour, ont semé et attendent que les premières pluies tombent pour que la germination commence, pour que la plante puisse commencer par se développer, n'ont pas ces pluies-là.
ces graines-là pourrissent et le rendement escompté n'est pas au niveau. Vous perdez votre production au finish. Des fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, c'est la famine et les gens y quittent. Face à l'urgence, il est important, voire indispensable, de trouver des mesures palliatives. Nous avons par exemple les semences. Il faut acheter des semences ou bien mettre des semences assez courtes. Vous voyez, il faut mettre des haies pour ceinturer nos exploitations. Il faut faire des signaux en parallèle par rapport aux champs. Des mesures d'atténuation et des stratégies susceptibles de réduire de façon significative les affres des dérèglements climatiques sur la production agricole. Restons au plan national pour faire un tour d'horizon de quelques faits marquants de l'actualité nationale. C'est la Nation en bref et en images. Bonne nouvelle pour les populations béninoises. Les microcrédits aux plus pauvres sont relancés au Bénin avec pour cette fois-ci une nouvelle appellation, à savoir les microcrédits à l'AFIA et de nouveaux avantages. L'annonce a été faite par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Selon le point focal communication du ministère, la nouvelle appellation fait allusion au microcrédit comme symbole incontournable de l'autonomisation des couches démunies et à l'AFIA comme symbole de prospérité. Aussi, faut-il le préciser que le nouveau mécanisme mis en place comporte de réelles innovations qui vont simplifier la vie aux Béninoises et Béninois, demandeurs de crédit, et qui pourront le recevoir rapidement et directement dans leur téléphone sans besoin de connexion Internet. Cotonou sera bientôt doté d'une imposante cité ministérielle, projet phare du programme d'action du gouvernement. Ce complexe ministériel vise à créer des conditions idoines aux agents de l'État afin de faire de l'administration publique une administration au service du développement. Les travaux de construction de cette cité ministérielle, située entre le palais de la Marina et l'ambassade des États-Unis, seront lancés courant novembre 2020. D'un coût global de 70 milliards de francs CFA, l'infrastructure sera érigée sur une superficie de 5 hectares. La cité ministérielle sera une construction de 10 bâtiments de type R+5 d'environ 600 000 m² de plancher chacun. Selon le gouvernement béninois, la réalisation de la cité ministérielle de Cotonou va favoriser l'émergence d'une véritable zone de concertation des cabinets ministériels et l'amélioration de leur fonctionnalité. Le Bénin veut se doter d'un outil pertinent et de référence définissant les axes opérationnels de la politique gouvernementale en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines. Un atelier sur l'élaboration d'un plan d'action intermédiaire se tient à Parakou à cet effet. Les acteurs impliqués dans les départements du Borgou et de la Liborie sont appelés à élaborer un plan d'action pour combattre ce fléau qui continue de faire des victimes dans le rang des filles. Les mutilations génitales féminines sont le reflet d'une inégalité enracinée entre les sexes et constituent une forme de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Au Gabon, après de longs mois de confinement, le gouvernement a levé certaines restrictions en autorisant par exemple les rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces publics. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Sur ce plan d'eau, une des adresses chics de Libreville, de nouveau autorisée à recevoir des clients, comme tous les restaurants de la capitale gabonaise, à condition que soit respecté port du masque et distanciation sociale. Pas de quoi entamer le bonheur de ce groupe d'amis, ravis de se retrouver après près de 7 mois de séparation. Après plusieurs mois de confinement, voilà, nous recevons la nouvelle avec beaucoup de joie. Bon, durant le confinement, ça a été très compliqué. C'était des messages, la messagerie instantanée ou encore les appels vidéo. Mais si les restaurants reprennent vie, l'accès au bord de mer, lui, reste limité.
La police des plages veille sur le littoral où la baignade reste proscrite au grand désespoir des promeneurs. Est-ce que le coronavirus connaît que c'est un restaurant, que ce n'est pas un restaurant? Qu'il y a des gens qui ne prennent pas d'alcool, qui ne fument pas, mais qui trouvent du plaisir à venir passer leur temps à la plage, histoire de décompresser aussi. Contrairement au restaurant, les bars n'ont toujours pas reçu le feu vert pour une réouverture. Bruno Abessolo a perdu patience après avoir investi toutes ses économies dans son établissement. Près de 18 000 € perdus. Sans aucune recette depuis 6 mois, ni aide du gouvernement, il a mis son personnel au chômage comme tant de patrons de bars. Il n'y a aucune raison que les bars soient fermés. Nous avons plutôt besoin que le gouvernement nous accompagne. Il y a beaucoup qui ont perdu leur commerce parce que la crise a perduré. Les bailleurs n'acceptent pas que les gens restent sans payer. Avec un nombre de contaminations en baisse depuis plusieurs semaines, les autorités pensent avoir traversé le pire. D'où ce déconfinement progressif. Prochaine étape, la reprise des célébrations religieuses dans les églises et les mosquées dès le 30 octobre, avec un maximum de 30 fidèles. C'est la fin de cette session d'information. Merci de toujours nous renouveler votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.